Un peu comme si le fait d'être féministe n'était pas compatible avec le fait de proposer des godemichés, notamment le fait que ce soit des objets pénétrants. Voilà, comme s'il y avait une incohérence à ce niveau-là, alors que pour nous, c'est une évidence que c'est un enjeu du féminisme de se réapproprier la manière dont on se masturbe. Et que oui, il n'y a pas que le fait d'utiliser des godemichés et d'être dans un acte pénétrant. La sexualité se résume pas du tout à ça. N'empêche que ça peut en faire partie et que c'est un endroit qui, pour nous, est un endroit à réinvestir. Et on a choisi cette terre-là parce qu'en fait, c'est la plus solide. Elle cuit à très haute température et lors de sa deuxième cuisson, à très haute température, la terre se ferme. Donc on obtient une texture qui est quasiment complètement close, donc on n'a plus de porosité. On travaille aussi en coulage, donc ça permet d'avoir des formes assez proches les unes des autres, mais surtout c'est la technique qui permet de moins modifier la terre et qui donc ne va pas créer de fragilité qu'on va avoir par exemple quand on va tourner. Hello et bienvenue sur cet épisode replay du podcast live avec les mères Michet sur l'écoféminisme, l'éco-sexo-féminisme. Dans cet épisode, nous avons parlé évidemment des mères Michet, Elodie et Charlotte, qui sont les fondatrices de la marque La Mère Michet, qui, au lieu de faire des cookies, dans son rôle de femme au foyer bien comme il faut, fait des godes. Oui, des godes Michet, tu as bien entendu, des godes Michet en céramique. Et nous les avons interrogés avec Anne Lotz surtout, Anne Lotz qui est journaliste sexo-psycho depuis quelques années et qui m'a aidée dans cette interview pour la première fois pour les interroger sur leurs secrets de fabrication mais aussi leur engagement, en quoi créer ce type de toys, ce type de god Michet s'inscrit dans des valeurs écologiques et des valeurs féministes et donc des valeurs écoféministes et qu'est-ce que tout cela veut dire. Donc je te mets tout simplement le replay, je le monte à peine, je le coupe à peine. Je t'invite fortement à aller le voir en vrai, en vidéo sur YouTube. Tu retrouveras le lien, il n'est pas référencé exprès pour le moment, pour que tu viennes voir un peu tous les contenus de Tolku. Donc il sera en lien de cet épisode, et je t'invite vraiment à aller voir cet épisode en vrai, puisque les mères Michet sont déguisées en mères Michet, et ça vaut vraiment le détour. Bref, bonne écoute et surtout retrouve les créations uniques, les œuvres d'art et les ustensiles de plaisir de la mère Michet sur Talkstore. Bonne écoute. Ah, c'est bon, tout le monde est prêt. Bonjour. Merci à celles et ceux qui se sont inscrits et qui sont présents ce soir. Moi, c'est Manon de Tolku. Tolku Univers et Talk Podcast, c'est le média pour libérer la parole sur les sexualités parce que le premier problème pour moi, en tout cas, dans la sexualité, c'est d'en parler. Et ce soir, c'est Anne Lotz qui va faire le podcast, qui va faire cet entretien avec Elodie et Charlotte de la marque La Mère Michet. Et voilà, qui sont dans leur rôle de la mère Michet, voilà, qui... et donc, moi, je serai là pour surtout répondre aux questions ou les garder, les organiser pour pendant ou la fin de la discussion et intervenir de temps en temps avec mes petites questions. Donc, je vous laisse la parole, Anne et Elodie et Charlotte. Super, bonsoir. On va commencer très simplement, les filles. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre marque ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Charlotte, donc co-créatrice avec Elodie de la marque La Mère Michet, une marque qui a donc pas encore un an d'existence. On fait donc du coup des godes en céramique éco-friendly sous le nom de La Mère Michet. Voilà. Super. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, comment elle est née cette idée, parce que c'est quand même pas banal, donc et comment c'est arrivé ? En fait, tout simplement, il y a plusieurs années, j'avais eu l'idée, mais en fait, c'est venu comme ça, je voulais absolument faire une marque de god Michet qui s'appellerait Les Godes de la Mère Michet. Donc, ne sachant pas vraiment quelle matière utiliser, c'était juste une idée qui était dans le coin de ma tête et qui revenait régulièrement en me disant ce serait vraiment top avec une image de marque un peu satirique de la ménagère, mais au lieu de faire des cookies, en fait elle fait des godes et je trouvais ça très drôle.
Et du coup, c'est resté un peu en suspens. Et puis, un jour, c'était pendant le Covid. J'ai rappelé Élodie parce que bon, on avait plus grand-chose à faire. Tout le monde était confiné, donc c'était un peu l'occasion de faire émerger des idées. Et j'ai dit, écoute Élodie, est-ce que ça te tente qu'on reprenne l'idée à deux de la mère Miché et qu'on fasse de la céramique, parce que je savais que Élodie était céramiste. Et c'est là où en fait tout s'est mis en place. On a repris l'idée de l'image que j'avais avec le nom. Et puis, on a articulé en fait toute la gamme autour de ça. Où on a décidé ensuite de faire des légumes, de faire même les photos autour de tout ce qui était la cuisine, de se présenter en tant que mère Miché, etc. Et en fait, on trouvait tout ça assez drôle, et en fait, c'est assez décomplexé. Et du coup, voilà. Et ensuite, Élodie et moi, à la base, on s'est rencontrés au roller derby. Ok, c'était là que je voulais arriver. Ok, d'accord. Donc dans le ok. Alors, c'était il y a il y a 8 ans. Ok. Ouais. Ah ouais. C'est 2015, 2014, 2015. Ah ok, 2014, 2015, un truc comme ça. Voilà, coup de vieux. Et oui, en fait, on jouait, on a intégré les entraînements ensemble en tant que fresh meat, puis rookie, et on jouait ensemble en équipe B. Peut-être expliquer rapidement ce que c'est le roller derby pour certains, certaines qui Bah, vachement faire. En plus, il y a quand même une association, je trouve, assez féministe dans la pratique du roller derby, donc il y a des liens, quoi. C'est un sport féministe, hein, donc il y a effectivement des liens. C'est un sport qui est plutôt récent, qui a eu plusieurs formes avant d'avoir sa forme officielle actuelle, qui a commencé aux États-Unis. Et en gros, le principe, c'est un sport de contact, mais sur des rollers et sur une piste qu'on appelle une piste ovale, qu'on appelle un track. Et le principe, c'est de marquer des points en dépassant les hanches de l'adversaire. Donc, sur la piste, on a 2 minutes qui s'enchaînent à chaque fois. Et pendant les 2 minutes, il y a des filles qu'on appelle les bloqueuses qui doivent bloquer la personne qui marque des points, qui s'appelle la jammeuse. Donc, tout le principe, c'est d'empêcher l'adversaire de passer à coups de fesses et de faire en sorte que notre jammeuse passe en lui dégageant des chemins. Voilà. Ok, génial. Belle explication. Merci. Et concernant votre activité aussi professionnelle, Élodie, du coup, tu es céramiste, c'est ton métier? Je suis artiste plasticienne. Je suis pas céramiste. Je fais pas d'objets du quotidien ou d'objets fonctionnels. D'accord. Je fais de la sculpture et j'ai une pratique de céramique dans le cadre de ma sculpture. D'accord, très bien. Et Charlotte, tu viens de quel milieu professionnel? En fait, je suis graphiste indépendante à côté aussi également. D'accord, très bien. On va revenir un petit peu sur votre marque. Déjà aussi, je pense, c'est génial de dépoussiérer le terme godemiché, parce que c'est plus un terme qu'on utilise. J'imagine qu'il est lié à ton envie, Charlotte, de la mère Miché, forcément, on voit tout de suite le lien. Cette ambivalence, en fait, parce qu'au final, votre look, tout le vocabulaire, il va à l'encontre d'un message féministe. Au final, on est vraiment dans la femme au foyer, cantonnée à sa cuisine, que vous jouez aussi sur ce style-là. Pourquoi c'était important pour toi de jouer sur cette ambivalence-là dans ta marque, pour ton produit? Parce que justement, c'est quelque chose dont, en fait, on s'attend pas du tout. On voit une mère au foyer qui fait des cookies, qui est toujours dispo. Et donc, du coup, c'est ça qui a amené le côté hyper comique. En fait, c'est que finalement, on se rend compte qu'elle fait des codes. Donc, c'est de se dire, on pense qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Et il faut peut-être approfondir pour connaître, quoi. Et c'est vraiment ce côté... je sais pas, très comique. Pour décomplexer autour de la sexualité? Pour aider à décomplexer? Ok.
Ouais, puis je pense que c'est aussi le même principe que quand on va réutiliser une insulte et qu'on va la retourner pour que ça devienne une sorte de faire valoir. L'idée de reprendre la figure de la femme au foyer, de la potiche, un peu écervelée, qu'on a vu dans tellement de films, tellement de livres, pour lui faire quelque chose de finalement un peu rebelle. C'est une sorte de révolution domestique, quoi. Voilà, qui est assez marrante parce que c'est comme retourner une image pour lui faire dire autre chose, une sorte voilà, de femme au foyer, mais libérée ou en libération. Très bien. Euh, une sorte, ça me fait penser à Brivante de Camp. Je sais pas pourquoi. Mais il y a cette idée-là, quelqu'un qui se détache de tous ces carcans-là, toute cette image, et aussi à travers sa sexualité, et une libération de sa sexualité. Et ça me fait penser aussi forcément aux formes de vos godemichés en légumes, qui nous ramènent encore une fois à la cuisine. Et pourquoi le légume? Est-ce que c'était un rapport au fantasme un petit peu de s'insérer une courgette, une aubergine? Est-ce que c'était ça, puis une idée vraiment de retour à la terre, donc qui nous lirait plus à des idées d'écoféminisme? Enfin voilà, expliquez-nous un petit peu pourquoi cette envie de légumes, en fait, de mettre des salsifis, des endives, des courgettes. Il y a de ça aussi, c'est que l'utilisation du légume, elle était déjà connue. Par moindre mesure, je dirais, parce que ouais. C'est un peu le légume, c'est un peu le godemiché que tout le monde a à la maison, quoi. Enfin, et puis je peux pas parler pour l'ensemble des gens, mais c'est en général quand même une première approche du godemiché. Voilà, un peu, on va aller chercher dans le frigo quelque chose qui pourrait faire office d'eux. Enfin voilà, il y a une certaine curiosité. C'est aussi transgressif d'utiliser un légume. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans le fait qu'on développe une collection comme ça, fruits et légumes, c'est une sorte de retournement, encore une fois, puisqu'on est sur des formes qui sont des formes familières, quotidiennes, banales, et puis qui sont jolies aussi. On imagine les corbeilles de fruits en plastique. Moi, j'ai vu ça chez mes grands-parents, ou l'espèce de choses, d'objets décoratifs, et qui vont glisser comme ça vers une sexualité et prendre le contre-pied aussi des godemichés hyper réalistes, un peu trash, un peu extrême, pas toujours hyper joli comme objet, quoi. Voilà, hyper performatif, hyper technologique. Voilà, une sorte de douceur. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, comme des objets beaucoup plus doux, plus poétiques, et puis qui peuvent trouver leur place aussi autre part que dans une boîte à chaussures sous le lit. Ouais, justement, j'avais prévu cette question pour un peu plus tard, mais puisque tu y viens, on peut revenir dessus. Je te pose la question à toi, Elodie, puisque tu es artiste plasticienne, et du coup, ces objets-là, vous les avez imaginés aussi en tant qu'œuvre d'art? C'était un petit peu l'envie de départ aussi, parce qu'au final, vos clients, vos clientes, sur Instagram, vous partagent beaucoup de photos de leurs objets à la maison, affichés exposés dans leur salon, dans leur univers quotidien. C'était volontaire à la base, du coup, c'est ce que tu nous dis? Oui, c'était, en tout cas pour nous, hein, c'était hyper important de faire des beaux objets. Des beaux objets dans le sens des objets qu'on a envie d'avoir sous les yeux, et qui ont ce trouble entre l'objet décoratif et l'objet fonctionnel érotique. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans ma pratique d'artiste, je fais pas des objets du tout. Je fais des installations, donc ça n'a rien à voir, et le beau m'intéresse pas du tout. Donc là, c'est aussi pour moi une manière de prendre le contre-pied du monde dans lequel j'évolue, du monde de l'érotisme et de la production de sextoys aussi, où finalement notre objet, il est à la croisée de tellement de choses qu'il peut avoir plusieurs fonctions, il peut avoir plusieurs existences, et il a tout à fait sa place dans un intérieur. Complètement. C'est l'intérieur de Mère Michet, du coup. Mais pas que.
Je vais revenir sur aussi la matière, du coup, la céramique. Vous avez une marque, c'est important pour vous, elle est éco-responsable. Vos objets, ils s'ancrent dans une volonté de protéger l'environnement. C'est ce que tu disais aussi un petit peu, enfin, Élodie, dans ta description. Vous n'êtes pas sur quelque chose d'électronique, mais sur quelque chose de mécanique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi c'est important pour vous, cet engagement-là, pour l'environnement à travers cette marque? Alors, on ne peut pas dire qu'on est dans une forme de protection de l'environnement, puisqu'on est quand même sur une forme de production. Donc, à partir du moment où il y a production, il y a consommation énergétique, consommation de matériaux. Par contre, c'était hyper important de proposer une alternative qui soit beaucoup moins impactante que les productions actuelles, en tout cas hyper majoritaires de sextoys et de godemiché. Proposant finalement quelque chose qui est en moindre quantité. Hein. On est vraiment sur une très petite production, des très courtes séries, donc on est sur des objets de l'ordre de l'artisanat. De les faire localement, d'essayer de rallier tout ce qui entoure en fait la production des objets, donc le packaging, la pochette, enfin voilà, tout ce qu'on fait est fait en local au maximum. Il y a très peu de choses sur lesquelles on va faire des concessions, c'est vraiment très très peu. Et d'être sur un objet en tout cas qui propose une alternative respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une protection de l'environnement. Protéger l'environnement, ça voudrait dire ne rien faire, en tout cas à ce niveau-là. Mais parce que la céramique reste une technique qui consomme de l'énergie. Hein. Les cuissons consomment de l'énergie, les matériaux sont énergivores. Mais on est sur un truc qui est raisonné et raisonnable par rapport à la production majoritaire de sextoys et de godemiché. Et un article aussi qui s'inscrit finalement dans le temps, au niveau de l'utilisation. Ouais. Où finalement, un god en silicone, combien de temps sa durée de vie, elle est de... elle est beaucoup moindre par rapport à la céramique, ouais. Où là, comme Élodie me le disait, on parle plutôt en termes de siècles. Ok, je suis pas sur... Ok, ça se transmet de génération en génération. Non, mais ça, c'est un autre sujet, mais pour moi, il existe vraiment, clairement. Ouais, non, on aimerait bien. Et ça, en termes d'impact, c'est très bizarre de se dire, est-ce que un sextoy, c'est quelque chose qui peut se passer de génération en génération? C'est très bizarre de se dire ça. Il y a un côté un peu étrange, un peu curieux à se dire ça, genre presque malsain. Mais en même temps, mais si on dépasse le côté malsain, en même temps, on pourrait se dire que la transmission de cet objet, c'est une transmission qui va aussi avec un savoir-faire et que du coup, il y a une parole qui se libère. Et ça, juste imaginer une société dans laquelle il y ait vraiment une transmission sur la sexualité et qu'elle soit de mère en fille, mais qu'elle soit aussi de mère en fils, de père en fille, de père en fils, enfin voilà, sur des échanges comme ça de savoir avec un objet, enfin ce serait un tout autre rapport générationnel à la sexualité, au corps de l'autre, à son propre corps, qui amènerait, j'imagine en tout cas, des changements fondamentaux, quoi. Oui, clairement. Très bien. Le silicone, c'est 15 ans, en gros, je crois. Et encore, quand c'est de très bonne qualité, silicone médical, c'est à peu près 15 ans. Mais la plupart ne sont pas d'aussi bonne qualité. D'accord, je pensais même un peu moins. Okay. Après, c'est... mais c'est pas des siècles, quoi. Bon, c'est bon à savoir que si on s'en procure un, on pourra transmettre à notre progéniture avec tout l'enseignement qui va avec. Génial. Mais surtout que ça tombe pas en panne, quoi, celui-ci. Voilà. Aussi. Après, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Hein. On peut le transmettre sans avoir d'enfants. Hein. Voilà, à des bonnes copines. Voilà. Offrir à des bonnes copines pour Noël aussi. Tout à fait. Ok. Manon, tu avais quelque chose à dire? Non, non, moi pas du tout. Au contraire, c'est...
comment dire, je sais que ça t'avait été très clair, Elodie, sur le fait qu'il y avait pas, on ne pouvait pas être complètement écologique, mais parce qu'à partir du moment où il y a production. Mais ce que je trouve intéressant, c'est, bien de le dire, c'est au moins on est sûr qu'on peut dire que c'est un produit qui est durable et qui s'inscrit dans le temps, des fois des siècles pour le coup. Il y a la question de l'émail aussi, je crois qu'on avait un petit peu abordé en off, peut-être que tu peux nous expliquer, parce que les gens peuvent se dire, ah, c'est la céramique, c'est quoi est-ce que c'est poreux qu'est-ce que je peux utiliser comme lubrifiant est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est verni, est-ce que ce vernis, cet émail du coup n'est pas dangereux on avait abordé ça. Et la dernière chose, c'est la solidité ou sa fragilité, du coup, c'est ce qu'on imagine dessus. Et si jamais on fait pas attention et on le casse, finalement il y a une sorte de recyclage possible dans tes créations notamment. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça, le processus, si tu veux, de vie d'un gobelin? Alors, je vais essayer de faire ça de manière succincte. Donc, on utilise pour la réalisation des godemichés, on utilise une terre qui s'appelle une terre grès. Le grès, ça fait partie enfin voilà, il y a 3 familles et donc c'est la terre la plus ancienne, c'est ce qu'on va retrouver dans les sites archéologiques et ce qui peuple nos musées d'histoire, c'est cette terre assez voilà, très durable du coup. Et on a choisi cette terre-là parce qu'en fait, c'est la plus solide. Elle cuit à très haute température et lors de sa deuxième cuisson, à très haute température, la terre se ferme. Voilà. Donc, on obtient une texture qui est quasiment complètement close, donc on n'a plus de porosité. Et on travaille aussi en coulage, donc ça permet d'avoir des formes assez proches les unes des autres, mais surtout, c'est la technique qui permet de moins modifier la terre et qui donc ne va pas créer de fragilité qu'on va avoir, par exemple, quand on va tourner un objet. Donc ça, c'est pas quelque chose dont moi je me suis rendu compte. C'est les potiers et les personnes auprès desquelles je me suis formée qui ont fait ce constat que des objets qui ont été tournés comme des assiettes, des tasses ou des godemichés, parce que ça existe aussi, ont des failles que la terre coulée n'a pas. Parce qu'en fait, on coule la terre et donc elle ne bouge plus. Les particules sont toutes positionnées et ne sont pas modifiées lors d'un tournage. Et vous la coulez dans un moule? C'est ça. Ouais. Ouais. Donc je fabrique des moules en plâtre creux et je vais venir les remplir de terre pendant une certaine durée et en fait le plâtre absorbe l'eau qui est dans la terre liquide et la terre va venir se déposer par épaisseur sur les bords et je vais évider. Alors pourquoi on évide les godemichés? Parce que ça augmente encore leur solidité en fait. Très simplement. On peut penser qu'une forme pleine est plus solide, c'est pas le cas. Ça augmente les risques notamment de bulles et de micro-fissures en fait lors des cuissons. Donc on évite pour augmenter la solidité des pièces encore. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou en fait au milieu des volets. Alors c'est pour la solidité et c'est aussi parce que c'est très pratique pour pouvoir enfiler donc 2 doigts, un doigt, ça dépend des formats. Et en termes de manipulation, ça augmente les potentialités d'usage. Il y en a qui peuvent mettre aussi des petits comment ça s'appelle des petits vibreurs. Les petits vibreurs là, j'ai plus le mot exact pour le faire vibrer si ils veulent vraiment, même si c'est pas trop la démarche là en l'occurrence, mais au moins enfin il y a cette maniabilité quoi. Ouais, cette solidité. Ok. Ouais. Et en plus de cette maniabilité, ce que vous mettez en avant beaucoup sur vos réseaux sociaux et sur votre site, c'est le fait qu'avec la céramique, on peut jouer avec la chaleur, avec la température, donc soit le froid, soit le chaud. Vous pouvez nous en dire un peu plus? La terre est conductrice. C'est le même principe que lorsqu'on a une tasse et qu'on va la remplir d'un liquide chaud, thé, café par exemple. On a bien cette impression de chaleur qui va venir petit à petit, qui va jamais déborder. Hein. C'est pas comme un verre ou un métal. La conduction est beaucoup plus douce. Et donc, simplement, le godemiché en céramique va prendre la chaleur de la main
va prendre la chaleur du corps, mais aussi il peut conserver une température assez basse, donc on peut le placer au réfrigérateur, on peut le placer au congélateur, on peut simplement le passer sous l'eau froide ou sous l'eau chaude, et il va comme ça adapter en fait sa température. Ok, donc il résiste aux températures et puis très bien. Et est-ce que ça résiste parce que ça peut faire peur aussi par rapport aux contractions que peut avoir le vagin, l'anus. Est-ce que ça résiste à ce genre de contraction-là? Ouais. En fait, le grès, c'est vraiment l'une des matières les plus dures qui existent. Et le grès, en fait, une fois cuit, une fois émaillé, la seule chose qu'il craint, c'est un contact, un impact fort avec une surface aussi dure que lui. Donc, aussi dure, ça veut dire soit céramique contre céramique, soit contre béton. Ou contre les carreaux de faïence au sol. Il faut vraiment une résistance identique, et là, c'est la double force en fait qui va faire que l'un ou l'autre va céder. Voilà. Mais en termes de résistance sur une matière qui n'est pas aussi dure, et là par exemple les muqueuses du vagin, pour le coup on est très très loin en termes de résistance. Il y a aucun problème à ce niveau-là, et la pression vaginale par rapport, donc nous ils sont tous testés avant de sortir de l'atelier, ils sont testés. On a une petite machine dont on est pas peu fiers, qui nous permet en fait de les vérifier. Alors, une énième fois, parce qu'ils sont vérifiés un paquet de fois, et de les tester à une résistance de 5 kilos. Ouais, en fait, on les tiraille vraiment dans tous les sens. Et après, on vient apposer sur cette machine le godemiché qui, grâce à une petite roulette, effectue une pression de 5 kilos sur chaque god. Et en fait, il faut savoir que 5 kilos, c'est énorme par rapport à la pression, parce qu'après maintes et maintes recherches, on a découvert que la pression anale, elle était de 0,5 bar, ce qui correspond à 500 grammes en fait. Donc en fait, sur 5 kilos, on est super large. Ouais. Donc voilà. Et on a fait, donc nous on les teste tous à 5 kilos de résistance, et on est monté jusqu'à 10. 10, et la première fois c'était 12, non? C'était ça. En fait, la première fois, on les a testés à 10 kilos. Ouais, c'est ça, par une résistance de 10 kilos. Mais en fait, on l'a fait en extérieur par des connaissances qu'on a qui ont des machines spécifiques, mais on ne pouvait pas se permettre d'effectuer tous les tests pour chaque god qui est unique en extérieur. Donc, on a trouvé le moyen de se faire cette petite machine et puis et de pouvoir le faire nous-mêmes, en fait. Okay. Et comme vous avez des productions limitées, vous faites à peu près combien de modèles d'ailleurs par modèle du coup? Alors, on en fait plus, j'en fais plus que ce qui est mis en ligne, mais pour une raison très simple, c'est que la moindre imperfection fait que le produit est relégué. Donc, j'ai un cimetière à l'atelier de godemiché, voilà, qui est un cimetière temporaire, parce que ça repart en fait dans mon travail sous une autre forme. Okay. Mais disons que je sais pas si je suis en train d'imaginer tous ces godes avec leurs petites pierres tombales avec des épitaphes dessus. Après son travail. Voilà, RIP l'onglet. Cimetière de godes au monde. Et en train de présenter bonjour, bienvenue dans notre cimetière de godemiché. Enfin, non. Une nouvelle idée que je viens d'avoir là, du coup, tu te calmes. Donc c'est vraiment recyclable. Alors c'est pas recyclable. Tu peux pas le faire fondre pour en refaire quelque chose. Voilà. Donc tu vas le réutiliser comment, par exemple? Alors en fait, moi je les casse. Voilà, je les fragmente et je les récupère sous forme de fragments de mosaïques, en fait, qui vont être réintégrés, donc que je réutilise en partie pour leur couleur dans d'autres pièces, mais qui sont du coup des pièces décoratives, artistiques, qui ne sont pas des pièces à usage. Voilà. Je ne sais pas si on a fait quelque chose, mais...
Non, très bien, très clair. Par rapport aussi les tests de poids, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'en termes de transport aussi, finalement, on pourrait avoir peur. Bon, là, du coup, je les ai reçus, mais je les ai reçus chez mes parents, donc je ne peux pas montrer, mais ça va, quoi. Enfin, bien sûr, ils sont tout emballés, il y a la petite pochette, il y a la petite boîte et tout, mais ils peuvent... ça ne fait pas peur, pas aussi peur que ce qu'on s'imagine, quoi, parce qu'ils sont résistants aussi pour le transport et pour la vente et pour le partage et l'exposition à la maison sur le buffet, quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à cette matière dans l'usage d'un godemiché, alors que en fait on vit avec de la céramique, les baignoires, les lavabos, les toilettes, nos tasses, nos assiettes, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas. Elle me dit les dents. Bah, les dents. Oui, non, c'est pas pareil. Mais bref, donc on vit avec de la céramique. Je pense que personne se pose la question le matin de si sa tasse va résister à la chaleur ou enfin voilà. Et casser une tasse, enfin l'usage d'une tasse, on le voit bien, c'est quelque chose qu'on a pendant des années et des années Enfin, voilà, pour casser une tasse, c'est soit il faut vraiment la jeter et puis qu'elle tombe, en fait, que c'est un impact. Voilà. Et pourtant, la bouche, ce sont des muqueuses, c'est fragile. Alors, certes, ça ne va pas à l'intérieur, mais ça reste en surface, mais quand même. C'est limite plus dangereux, la bouche, puisqu'il y a les dents, qui est quand même, du coup, plus résistant et ça peut être un choc. Ouais. Donc ça, on n'y pense même pas, quoi. Ok. Ouais. Non. Mais on a des appréhensions et c'est ce qu'on... Voilà, nous, on a mis aussi 1 an à se dire, à se demander si c'était possible de faire des godemichés en céramique parce qu'il y a des a priori sur la matière. Je crois que l'idée, c'est qu'on puisse se couper. Alors que pour qu'on puisse se couper, il faut qu'il y ait d'abord un impact. Un impact, voilà, qui tombe, quoi. Et une céramique qui casse, on l'entend. Et là, c'est évident que si le godemiché, il est coupé en deux, il ne faut plus l'utiliser, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais voilà, on est sur un cas quand même assez particulier. Ils sont très résistants. Et comment on en prend soin ? Comment on le nettoie ? Comment on en prend soin ? Comment on le transporte ? Alors pour le transport, on a en tout cas nous, on a les pochettes, donc qui sont cousues main. On peut garder. Dans une pochette classique de toilette, j'ai envie de dire. Entre ses chaussettes et ses culottes, à côté de sa brosse à dents, pas de problème, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors après, sinon au niveau de l'entretien, avec un savon doux et une serviette propre. Parce qu'en fait, c'est comme c'est une matière qui est non poreuse, elle va pas. Faut la nettoyer, mais elle a. Je perds mes mots. En fait, c'est une surface qui est très facile à nettoyer à l'eau. Ça passe au lave-vaisselle aussi si on a envie. C'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on encourage. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait passer au lave-vaisselle, sauf que les produits détergents qui vont dans le lave-vaisselle sont pas forcément compatibles avec les muqueuses, avec nos muqueuses. Donc ce sera pas forcément plus propre. Voilà, mais voilà, savon, eau chaude et après on l'aide dans un endroit protégé pour pas qu'il prenne la poussière et voilà, c'est tout. Il y a pas de la céramique va pas se dégrader. Et si vraiment on est un peu paranoïaque, hypocondriaque, etc., ça passe à l'eau bouillante dans la casserole, non ? Ah oui, bien sûr. Oui, comme n'importe quelle autre céramique. Par contre, pas dans une casserole en céramique, voilà, dans une casserole en métal, parce que sinon, si ça bouge comme ça dans la casserole en céramique, il est possible qu'il arrive quelque chose. Mais, non, mais alors, pas laisser bouillir, mais verser de l'eau bouillante à la limite dessus pour bien désinfecter ou un désinfectant. Oui, ça n'a. C'est le godemiché, il est cuit à plus de 1200 degrés. Donc, c'est pas une eau à 90 degrés qui va lui faire quoi que ce soit. Voilà. Ce qu'on évite, c'est de le mettre au four pendant 6 heures à c'est un vrai légume, quoi.
Oui, puis de toute façon, on ne va pas s'appliquer ça sur nos muqueuses après, quoi. Non, voilà, mais on se dit que si ça c'était l'idée de quelqu'un, bon, ça, il vaut mieux pas parce que à 250 degrés, on va quand même avoir un tressaillement de l'émail parce que l'émail peut être recuit régulièrement. Donc autour de 300 degrés, c'est la phase où il repasse vers un état, enfin il commence à redevenir liquide. Voilà. Mais ce serait bizarre quand même de le mettre au four. De même que les très gros chocs de chaleur, de température, finalement, le passer dans le congélo et après le mettre au four, ça c'est pas tellement conseillé. Drôle d'idée. Parce que je suis sûre que c'est des questions qu'on poserait pas pour des godemichés en verre ou en latex ou en silicone. Enfin, on fait pas ça, on fait pas. Si, il y en a quand même qui posent la question pour le verre parce qu'il y a cet effet chaud-froid qui peut le briser aussi. Mais c'est surtout pour le verre et la céramique, porcelaine, tout ça, donc céramique, qu'il y a des inquiétudes. Pour le métal, c'est vrai que j'ai rarement entendu ce genre d'inquiétude-là parce que le métal, c'est solide. Mais bon, il faut le nettoyer quand même aussi, quoi. Ok. Est-ce qu'ils sont compatibles avec des lubrifiants et à base de quoi les lubrifiants? Vous savez ça un peu? Moi, je dirais lubrifiant à base d'eau. Mais globalement, on peut les utiliser avec n'importe quel lubrifiant. Ouais. En fait, les émaux qu'on fabrique sont des émaux maison, donc ils ne sont pas industriels. Ce qui fait que, alors, on a des aléas, du coup, de couleurs, mais on sait aussi comment ils sont composés et on s'inscrit dans des normes européennes qui sont des normes alimentaires. Et donc, la composition de ces émaux, plus leur spécificité, tout ça fait que ce sont des émaux qui sont stables. La stabilité d'un émail, donc considéré comme étant alimentaire, c'est un émail qui peut recevoir tous les acides. Donc, quand on parle d'alimentaire, c'est-à-dire les émaux pour les assiettes. Ils peuvent recevoir les aliments acides, les liquides acides à la chaleur et il n'y a pas de porosité. Donc, il n'y a pas de passage dans l'émail. En fait, il est tellement stable qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vient l'attaquer, en fait. Il n'y a pas de micro-perforation de l'émail. Voilà. Okay. Donc, on peut utiliser... Bon, alors là aussi, je me dis, bon, dans l'idée, on pourrait utiliser tout ce qu'on veut en lubrifiant, mais bon, après, il y a la question des muqueuses qui limite quand même le choix. Moi, ce que j'avais compris, mais là, du coup, je n'ai pas l'expertise émail et céramique derrière, mais c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas un toy en silicone, on peut, donc que ce soit si c'est en verre ou en émail, ou en céramique, on peut utiliser tous les types de lubrifiants. Les lubrifiants à l'eau, les lubrifiants silicone qui glissent encore plus, mais qui ne sont pas forcément les plus écologiques et les mieux pour notre santé. Les lubrifiants à l'huile aussi, où il y en a de l'huile de coco. On peut utiliser tout ça sur de la céramique, ça ne va pas l'abîmer. Sans aucun problème. Okay. Ouais. Il n'y a pas du tout de contre-indication avec l'émail. En fait, il ne bougera avec aucun des composants de cet ordre-là. Voilà. Ok, trop bien. Non, mais je pense passer tranquillement à une partie peut-être plus centrée sur votre engagement féministe, écoféministe aussi, parce que quand cette interview a été préparée, c'est un sujet qui paraissait important pour vous et dans votre démarche. Du coup, je pense qu'on peut parler de ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi c'est important pour vous et à quel point vous... Voilà. Je vais pas parler pour Charlotte, mais ouais, d'accord. Notre base commune à toutes les deux, et ça on l'a dit au début, le fait qu'on se soit rencontrés dans un cadre de roller derby, donc qui est quand même un espace d'affirmation de soi, d'empowerment, de recherche un peu de puissance comme ça, d'un milieu hyper féministe aussi, avait déjà un peu conditionné
notre rencontre autour de la création de la mère Miché. On a toutes les deux une sensibilité écologique et les questions plus d'écoféministes, c'est un peu moi qui les ai ramenées sur la table parce que c'est quelque chose qui est très présent dans ma recherche artistique et dans ma recherche de vie. Voilà. Pour rappeler un peu rapidement, l'écoféminisme, du coup, c'est un mouvement de pensée qui tend à, enfin, qui établit un lien entre la manière dont on traite les femmes et la nature. Bon, ça va plus loin, ça peut être intéressant de se renseigner, notamment à travers le livre de Sorcières de Mona Chollet que j'ai à côté de moi, ou de questions. J'en ai un autre à côté de moi. L'écoféminisme en question est un livre assez intéressant là-dessus aussi. Et la céramique, notamment, est une matière qui est utilisée depuis très longtemps par les femmes. Du coup, Élodie, est-ce que tu peux... Voilà, j'imagine que c'est aussi pour ça que c'est important pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous développer un petit peu pourquoi la céramique et pourquoi dans ton mouvement, dans ta création? Voilà. Alors, tout ça se croise. Hein. Je n'arrive pas bien encore à démêler tous les nœuds, mais en gros, chez les écoféministes, il y a vraiment cette... c'est une sorte c'est un mouvement qui est à l'origine politique, donc il y a forcément une pensée politique dans les démarches et dans la littérature et dans les actions écoféministes. Et le point central, c'est une sorte de boîte à outils, en fait. Les écoféministes, les écrits écoféministes, c'est une boîte à pensée ou une boîte à outils pour essayer d'être avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est l'ensemble du vivant. Dans des liens différents qui ne soient pas des liens. Alors, je vais reprendre Starhawk. On en parle beaucoup parce que c'est une des figures, une des théoriciennes fondamentales de l'écoféminisme, mais c'est pas la seule, mais disons que c'est une formule qui permet de saisir un peu tout le principe. C'est une remise en question du pouvoir sûr. Voilà, les écoféministes, l'enjeu principal, c'est de remettre en question cette notion de pouvoir sûr. Et à partir du moment où on questionne le pouvoir sûr, donc sûr, c'est sur quelqu'un d'autre, donc entre les hommes, les femmes, mais au-delà de ça, c'est au niveau des races, c'est les milieux sociaux, enfin voilà. À partir du moment où on questionne le fait qu'il n'y a pas de pouvoir sûr et qu'on est tous sur un principe d'équivalence avec des potentiels, ça remet en question beaucoup de choses dans notre fonctionnement et c'est hyper compliqué du coup parce qu'on fonctionne tous comme ça. On fonctionne tous sur des principes de hiérarchie. Et quand en plus de ça, on réinclut l'ensemble du vivant et qu'on met tout sur un principe d'égalité, et ben là, tout devient extrêmement compliqué parce que chaque décision, elle va plus de soi. Voilà, donc revenir à des techniques, on va dire, ancestrales, à des savoir-faire ancestraux, et sur une sorte de localisation, de savoir-faire et de matière, on va dire, plus simple, pour moi, a été une des possibilités pour rejoindre ces pensées écoféministes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été hyper claire, mais... Si, très clair. Très clair. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'image aussi de la sorcière qui est liée à ça, parce qu'au final, tu cuisines des godes en céramique dans un gros chaudron et tu apportes une solution bien-être à la sexualité, puis aux femmes ou aux hommes. Et voilà, donc est-ce que tu te considères un peu comme une sorcière? Est-ce que vous vous considérez comme des sorcières? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Disons que je suis une aspirante sorcière. Une aspirante seulement. Ouais, oui. Une aspirante encore. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour être une sorcière aguerrie J'ai encore plein de mauvaises habitudes quand même. Ouais. Et puis, je crois que le titre de sorcière, c'est un truc qui se mérite. En plus, en ce moment, il est très en vogue. On a toute une sorte de mode autour de la sorcière avec des douches de lune, des espèces de chamans de la ville. Voilà. Et moi, j'ai envie que ça reste, mais c'est purement personnel, hein, mais
j'ai envie que ce soit encore quelque chose d'un peu sacré et je préfère aspirer à plutôt que me revendiquer comme étant voilà, une sorcière comme si c'était acquis, alors que je me rends bien compte que moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire et je pense que Charlotte elle pourrait être d'accord avec moi, mais ce que je veux dire c'est que la relation, en fait c'est ça, tout parle de ça, c'est la relation à son corps, la relation aux autres. Et à partir du moment où on essaye de remettre en question l'idée de pouvoir sûr, c'est hyper compliqué et ne serait-ce que voilà, travailler à deux, c'est pas évident de pas prendre le pouvoir, de pas être sur des relations, enfin réinventer ne serait-ce qu'à deux ces relations, c'est déjà tout un truc. Donc voilà, aspirante sorcière. Très bien. Et toi, Charlotte, de ton côté? Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Est-ce qu'on peut... T'es une aspirante sorcière aussi? Oula, non, je sais pas non, hein, mais c'est pareil, aspirante, oui. Après, j'ai pas toutes les connaissances que Elodie a. Quand elle parle, je suis. Parce que vous n'avez pas vu ma tête, hein, mais dans mon cerveau, c'était. Waouh! Du coup, donc je suis hyper admirative de ça. Et du coup, oui, aspirante. Mais du coup, justement, Charlotte, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de production, du côté artisanal de la Mère Michel. Et toi, tu t'occupes de toute l'image, du design, du graphisme et du coup de la commercialisation et de la vente, j'imagine. Et tu vois, moi, c'est un truc qui me prend la tête et qui m'a pris la tête. C'est comment, tu vois, gérer un business, parce que oui, vous vendez vos godes, Michel, et je vais les vendre pour vous ce week-end. Je vais essayer, en tout cas, j'espère. Au Kinky Market avec Anne, justement, on fait une petite promo, on en parlera à la fin, mais il y a ce côté à être féministe, en plus là, écoféministe et avoir un business. Comment tu gères ça? Comment tu gères ton... du coup, le marketing, le wording, la communication, comment on ne devient pas... voilà, comment on respecte ses principes et ses valeurs tout en faisant un petit business et en vivant quand même bien, parce qu'il faut bien que vous gagnez votre vie avec votre travail qui sert le bien-être des autres, quoi. Alors c'est ça, alors comment ça se passe? Avec énormément de stress. Avec tous les jours en se levant et en se disant putain mais c'était vraiment une idée de merde, pourquoi je fais ça, je suis trop stressée. Et en fait finalement c'est l'envie, en fait c'est que toutes les valeurs qui sont associées à la Mère Michel, elles me donnent aussi envie de continuer et justement d'explorer ce petit business qui est assez petit pour le moment, et de vouloir vraiment me concentrer là-dessus, parce que les valeurs d'écologie, de féminisme, elles sont là, et en fait c'est ce vers quoi moi j'ai envie de tendre en tant qu'entrepreneur. Donc c'est ça qui me plaît, et c'est de se dire que ouais, on est hyper fiers en fait de vendre ce produit, et donc c'est l'envie de rester là-dedans. Au niveau de tout ce qui est rédactionnel, au début on était un petit peu dans l'envie de rester dans des wordings qui étaient bonjour les fripons et les friponnes, etc. Dans un registre beaucoup plus ancien. Et puis, tout en gardant ce second degré, par exemple, avec la collection Van Gogh, alors ça nous a fait notre semaine. Et voilà, c'est hyper plaisant parce qu'on arrive quand même à rigoler et à avoir d'être hyper fier de notre produit, parce qu'en fait on y croit. Ça prône des valeurs qu'on adore, et moi j'aimerais bien effectivement pour la suite que ça soit que ça prenne toute l'ampleur de mon temps, quoi. Oui. Tout dit. Après, vous allez vous arranger, vous allez trouver. Ouais. Mais après, l'aspect business, c'est pas, disons que ça a jamais été au cœur de nos décisions.
Okay. C'est une nécessité, ça on le sait que c'est une nécessité et on s'attache à essayer de faire ça correctement. Après, on se rend bien compte que nos manières de faire et nos valeurs, elles sont un peu décalées par rapport au fonctionnement du business actuel. Mais que du coup, le fait d'avoir des activités parallèles, ça nous donne aussi une liberté pour faire des choix qui sont moins commerciaux et finalement, petit à petit, de plus en plus pédagogiques. En fait, on se rend compte que ce qu'on fait s'accompagne vraiment de plus en plus d'une action pédagogique. Ce qui compense, en fait, je crois que le plaisir qu'on a à parler de ce qu'on fait, à parler de sexualité, d'érotisme, d'écologie, de féminisme, permet d'assurer aussi ce côté commercial qui ne nous intéresse pas en vrai, qui est nécessaire, mais qui n'est pas ce qui nous intéresse, qui n'est pas le leitmotiv. Mais bien sûr, de toute façon, enfin après, c'est aussi, ça pourrait être sur juste de rentrer dans vos frais, quoi, mais vous êtes obligé de passer par l'éducation, que ce soit à la sexualité, puisqu'on n'en a pas eu en général, ou l'éducation de votre produit, en fait, avant de vendre quoi que ce soit, et même de votre univers et de pourquoi vous faites ci comme ça. Donc ouais, non, c'est évident. Et moi, je voulais vous poser la question. Désolée, Anne, je te coupe. Non, tu ne coupes pas du tout. Mais je trouve ça très intéressant. Parce que pour moi, ça va avec le ton, la marque et tout. Est-ce que voilà, vous avez eu des critiques par rapport à ce positionnement, en fait, cette manière d'aborder la mère Michel déjà, donc toute votre image, et ensuite le produit. Je sais que vous m'aviez dit que vous en aviez eu, et je voulais en discuter avec vous. Alors après, au niveau des critiques, globalement, on a des super retours des personnes qui trouvent ça très drôle, voilà, qui adorent, qui adhèrent. Au niveau des critiques, c'est d'une banalité un peu affligeante, hein, mais c'est des retours qu'on va avoir sur les réseaux sociaux plutôt, qui sont des espèces d'attaques comme ça. Alors je vais pas dire gratuites parce qu'on sent qu'elles sont portées par des émotions assez fortes, hein, mais qui sont quand même un peu à côté par rapport à ce qu'on propose, un peu comme si le fait d'être féministe n'était pas compatible avec le fait de proposer des godemichés, notamment le fait que ce soit des objets pénétrants. Voilà, comme s'il y avait une incohérence à ce niveau-là, alors que pour nous, c'est une évidence que c'est un enjeu du féminisme de se réapproprier la manière dont on se masturbe, et que oui, il n'y a pas que le fait d'utiliser des godemichés et d'être dans un acte pénétrant. La sexualité ne se résume pas du tout à ça. N'empêche que ça peut en faire partie et que c'est un endroit qui, pour nous, est un endroit à réinvestir. Et puis en plus, pour en avoir utilisé des comme ça, alors pas de votre marque pour l'instant, désolée, mais ça arrive. Je sais que ça s'utilise aussi sur les muqueuses, sur le clitoris. Enfin, il n'y a pas besoin de le faire tout de suite de manière pénétrative, parce que bon, justement, on peut jouer avec ce chaud-froid, avec la matière, avec les différentes formes que vous avez. Donc finalement, parce que c'est un god, c'est pas forcément pénétratif tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais disons que ça va être l'angle sur lequel on nous a plus ou moins attaqué, et encore attaqué, c'est à mettre avec des guillemets, mais voilà, c'est plutôt je pense que c'est le fait godemiché et féminisme, le mettre côte à côte, où il semble y avoir une incohérence qui est pas du tout, pour nous, c'est pas le cas. Et effectivement, on en propose, voilà, le mignon. C'est une forme qui a peu d'intérêt en termes de pénétration parce qu'on est sur du petit format, donc ou alors c'est vraiment pour débuter, dans une sorte de rééducation, de rencontre avec soi-même, voilà. Mais il est beaucoup plus efficace pour un usage clitoridien. Donc c'est une méconnaissance aussi, mais en tout cas voilà, au premier abord, ce qui revient, c'est plutôt cette critique de féministe et godemiché oui, mais c'est extrêmement réducteur, puisqu'au final, le féminisme et puis se réapproprier sa sexualité aussi, ça passe par choisir ce qui va nous pénétrer au final. Donc ouais, c'est réducteur. Ok. T'avais une autre question, Anne ?
Non, je trouve ça incroyable la manière dont vous arrivez à décomplexer en fait, à travers le branding, à travers l'objet en lui-même, et vos jolis déguisements. Plus qu'un déguisement d'ailleurs. Comment vous arrivez à décomplexer autour de sujets comme la sexualité et à quel point c'est nécessaire aujourd'hui et ça me donne envie d'avoir, un légume en céramique, à côté là, pas loin. Donc non, je trouve ça super et je vois pas d'autres questions, Moi, j'en ai une petite dernière, du coup, que je pose souvent dans les podcasts. Alors, elle est toujours posée n'importe comment, et vous y répondez comme vous voulez. En gros, là, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années sur le féminisme, enfin, cette nouvelle vague sur la sexualité, un peu la révolution du clito, plein de marques de sextoys où le sextoy est un peu plus assumé qui arrivent. Dans, je sais pas, 5-10 ans, est-ce qu'il y a des choses, des associations, des produits, des démarches, comment vous voyez que vous aimeriez voir arriver en France ou dans nos sociétés, ou est-ce qu'il y a comment vous voyez la sexualité dans le futur? C'est plutôt ça ma question. Est-ce qu'il y a il y a un idéal de société sur ce sujet-là? Des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous viennent à l'esprit? Moi, j'aurais aimé que lors des cours d'éducation sexuelle de mon temps, non, mais en fait, que ça a été beaucoup plus vite abordé finalement, plutôt que de body shamer des personnes. Je pense que mon souhait, il est là, ce serait que l'éducation, elle vienne beaucoup plus tôt, elle soit beaucoup plus ouverte aussi pour les nouvelles générations. Et en fait, d'apprendre déjà à quoi ressemble un clitoris, parce que finalement, j'ai vraiment, je me rappelle avoir vu ce à quoi anatomiquement ressemblait un clitoris et de m'être dit ah, mais en fait c'est assez tardivement finalement, donc c'est vraiment des choses qu'il faudrait travailler. Pour moi en tout cas, c'est mon souhait, quoi. Mélodie. Ouais, alors en termes de toute façon de fantasme d'un autre rapport à la sexualité, on pourrait refaire une émission en entier sur ça. Mais pour être succincte, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est une autre pornographie, notamment. Et je rêve c'est vrai, hein, j'aimerais. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup, toute forme de violence, c'est quelque chose qui très vite me met hyper mal à l'aise. Et la pornographie, pour moi, reste quelque chose d'hyper violent, mais vraiment hyper violent. Et du coup, c'est un truc qui me rend émotionnellement malade, physiquement malade. Donc, ça fait pas du tout partie de ma vie. Et j'adorerais une pornographie qui soit différente et qui me soit accessible. Donc, j'imagine qu'il soit accessible à des gens comme moi, qui me permettent de voir des hommes, des corps d'hommes incroyables, qui ne soient pas dans des relations de pouvoir sur des corps de femmes, mais qui soient au contraire sur des rapports complètement différents et qui me permettent aussi d'avoir un rapport différent avec mon propre corps, du coup, et avec le corps des autres. Donc, ouais, beaucoup moins de violence, vraiment beaucoup, beaucoup moins de violence et un érotisme plus chaleureux. Ok, super clair. Dernière petite précision, quand tu disais plutôt, Charlotte, pour l'éducation à la vie affective et sexuelle, du coup, ce serait à partir de quel âge pour toi, tu penses, adapté à l'âge évidemment? Honnêtement, je pense que en fait, ces questions-là, elles arrivent quand même assez tard. Je me rappelle, on a eu nos premiers. En plus, j'étais dans une école catholique, donc c'était avec la dame qui faisait le catéchisme. On pouvait poser nos petites questions. Et en fait, je me rappelle, ça arrivait hyper tard. J'étais peut-être en 5e. Donc, je pense que toutes ces choses-là devraient arriver au plus tard, au collège. Et heureusement, il y a pas mal de bouquins qui maintenant, j'ai vu, alors je sais, le petit guide c'est un livre illustré. L'illustration
je ne sais plus, mais j'ai lu le petit guide de Julia Pietri. Je sais qu'elle en a fait un pour les enfants. Ou avec alors bleu et assez un peu floral, qui avait l'air très sympa en tout cas, et qui est idéal pour dès la petite enfance. Il y a encore le consentement, sans parler de sexualité purement, mais déjà le consentement, dire à des enfants, de forcer à faire la bise ou d'être comme ci comme ça, ça en fait ça commence hyper tôt, quoi. C'est pas les forcer, c'est bon, alors après c'est parce que là, oui, on parle de consentement où ça arrive très tôt, mais qui n'est pas forcément lié à la sexualité. Oui, voilà, le consentement général. Il y a Charline du compte Orgasme et moi qui a sorti un super livre à destination de tous, mais surtout des enfants et des jeunes adolescents, qui est Corps, amour, sexualité, le premier guide d'éducation à la sexualité, et qui a apparemment de très très bons retours. J'ai pas eu l'occasion de le lire encore, mais ça a l'air d'être une belle référence actuellement aussi dans ces questions. Donc, un cadeau de Noël pour toutes mes nièces. Et dernier truc, la pornographie qu'on appelle justement féministe ou éthique, non, ça t'a pas plu, il reste de la violence. Ouais, c'est pas ça encore pour moi, mais c'est un début. Okay. Déjà une alternative en soi, donc voilà. Après, je crois qu'il y a des gens qui trouvent complètement leur compte dans la pornographie actuelle, hein, donc c'est pas la supprimer. Il y a encore plein de choses à faire. Et dans l'audio porn, tu trouves pas plus de ton compte parce qu'il y a quelque chose de moins violent, c'est peut-être plus. Eh ben, alors je connais pas bien, donc je vais creuser et fouiller un petit peu. Il y a peut-être quelque chose de violent aussi, hein, mais il y a peut-être quelque chose de plus qui joue beaucoup plus sur l'érotisme et puis sur ton imaginaire, et quelque chose qui serait peut-être plus doux et plus moi, quand tu parlais de pornographie plus douce, en fait, je me suis demandé si le soft porn existait. C'est le porn pour les filles, apparemment. Ça, c'est problématique. Super. C'est pas de ça tant qu'il est question. En fait, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. Non, bien sûr, c'est vrai. Oui, c'est ça. Non, mais ça veut rien. À une jolie dame avec des longs cheveux, hein, c'est pas ça. Hein. Non, mais c'est imaginer quelque chose qui irait plus chercher dans des représentations de tendresse aussi, parce que la tendresse peut être hyper érotique, et c'est pas quelque chose qu'on montre, ça peut être dans des caresses, dans une relation à l'autre qui s'ancre dans une connexion aussi à l'autre, et donc qui se rapprocherait peut-être effectivement d'une relation où il n'y a pas de dominante-dominée, et où on serait dans quelque chose de plus tantrique. Au final, enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi tout un monde dans cet univers-là, quoi, à découvrir, effectivement. Et j'imagine en tout cas quelque chose qui est beaucoup moins basé sur la performance aussi. Moi, ça me laisse complètement indifférente la double pénétration avec 12 personnes qui se suivent. Alors, encore une fois, hein, il y a l'idée, c'est pas de faire des coupures et d'interdire mais d'induire une diversité. Voilà, de réinduire une diversité avec des propositions beaucoup plus variées et une pornographie moins trash, ou en tout cas moins que je considère comme étant trash, moins violente et moins humiliante aussi, parce que en tout cas, et je parle vraiment que pour moi et pas non plus pour la mère Miché, mais j'ai pas de réaction exprès. Moi, j'ai beaucoup de mal, et pourtant il y a des féministes qui défendent la pornographie et je l'entends complètement, et je suis souvent même complètement d'accord, mais en même temps derrière j'ai beaucoup de mal à y voir une liberté, un respect du corps féminin. Enfin, voilà, après, peut-être que je ne sais pas de quoi je parle, c'est possible aussi, mais en tout cas, j'adorerais avoir accès à une pornographie différente. Ok, c'est super clair. J'ai une question aussi, j'y pense, par rapport à la mère Michel. Elle est banale comme question pour une journaliste. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Non, quels sont vos projets? De quoi vous avez envie pour conclusion?
Alors, nos futurs projets, ce serait de développer tout ce qui peut être justement apéro, donc ce qu'on a nommé pour le moment apéro dildo. Donc, en fait, c'est des groupes de personnes qui viennent découvrir la fabrication, se rendre aussi chez des personnes pour découvrir la fabrication, les produits. Donc, ça, c'est nos projets assez proches. Ouais, de rencontres autour de nos produits, puis plus généralement autour des godemichés, de l'écologie, de l'écoféminisme, du féminisme, de l'érotisme, tout ça. Comme on le disait, hein, c'est inclure un aspect pédagogique et être dans une rencontre avec les autres. Ça, c'est ce vers quoi on tend. Oui, voilà, complètement. Et les ateliers de personnalisation, de godemiché aussi, où on proposerait aux personnes de venir décorer leur propre godemiché selon leur goût, voilà. et à partir d'un travail de collaboration avec des illustrations faites par des artistes. Voilà. Encore une fois, hybridé, mélangé. Voilà. Et puis mêler encore une fois art et sexualité, puisqu'au final, c'est lié aussi. On dit que la puissance sexuelle a une puissance créative. Donc, c'est trop chouette. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais faire juste un petit coup de com', mais en ce moment, on propose justement une box qui est une collaboration avec une artiste qui a créé une marque qui s'appelle Genderfucker. Ce sont des vêtements qui sont non genrés et qui sont des vêtements complètement atypiques. Et on propose donc une collaboration. C'est une box qu'on a fabriquée donc avec un tablier porte godemiché de la marque Genderfucker, plus un god et son socle nacré. Voilà, et donc on a 10 exemplaires qui sont en commande encore pour une petite semaine. Voilà. J'ai mis le lien de votre Insta, où il y a le lien de votre site directement. Je pense que c'est plus facile à trouver comme ça. Et dans tous les cas, ce week-end, je parlais de tout ça aussi avec Anne aux gens qui vont découvrir vos gods. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin. Merci à vous. Et puis de toute façon, je repartagerai le replay et soit en vidéo, soit en vidéo et en podcast sera disponible aussi. Donc voilà, on reste en contact. Super, ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Termine l'événement. On fait une capture d'écran de fin, je peux ou pas? Allez. Hop. Voilà, parfait. Je sais pas quel problème. Je termine l'événement. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.